Alors, je suis Benoît Bertrand. Je suis né à Saint-Adolphe en 1972, donc j'ai 46 ans. Mm. Je suis en fait, je suis le fils de Jean Bertrand, qui est aussi un natif de Saint-Adolphe. En fait, je suis de la cinquième génération de famille Bertrand à Saint-Adolphe. Euh, Mon grand-père était Frédéric Bertrand, euh, qui était un cultivateur. Moi, je suis né dans le village de Saint-Adolphe. J'ai grandi dans le village, en fait, de Saint-Adolphe. Aujourd'hui, je pratique le métier d'horticulteur. J'ai fondé une pépinière de production de plantes indigènes Mm. en 1996 et je fais ça depuis ce moment-là. En fait, j'ai connu un petit peu mes grands-parents, Bertrand. Ils sont, quand ils sont morts, j'étais quand même pas très vieux. Là. J'avais 2 ans quand mon grand-père est mort, je m'en souviens juste un tout petit peu. Puis ma grand-mère, j'avais 6 ou 7 ans. Alors, j'ai assez peu de souvenirs de ça. Mais j'ai quand même des bons souvenirs. Mais surtout, j'en ai beaucoup entendu parler, Mm. entre autres par mon père. Mon père m'a raconté beaucoup l'histoire de la famille, de ce qu'il avait vécu, de comment ça se passait à l'époque. En fait, mon imaginaire a été vraiment très nourri par toutes les histoires de mon père comme ça. Puis en même temps, moi, j'avais un grand intérêt à propos de ce sujet-là, comment ça se passait à l'époque, la vie sur la terre, sur la ferme, avec toutes les différences qu'il pouvait y avoir avec notre monde d'aujourd'hui. J'ai été très, très fasciné par ça. Alors, je posais beaucoup de questions à mon père, puis aussi même à d'autres personnes qui pouvaient me renseigner là-dessus. Là. Comme tes oncles, Oui, tes tantes. mes oncles, mes tantes ou d'autres personnes du village aussi qui étaient intéressées par ce sujet-là. Même que à un certain moment, j'ai fait partie il y avait un comité du patrimoine à une certaine époque, qui avait été fondé par Jean-Guy Graton. Puis j'avais été invité à être membre du comité du patrimoine, comme ça. Donc j'avais un intérêt là, qui était très fort à propos de l'histoire de Saint-Adolphe. Et puis c'est ça. Mais en fait, il y a la famille Bertrand Saint-Adolphe, d'après ce que j'ai pu en comprendre, là, il y aurait un, un Bertrand qui est arrivé à Saint-Adolphe il y a 5 générations. Et puis il est arrivé avec une. En fait, il venait de la région de Mirabel, je crois. Il est arrivé ici avec une famille qui était déjà faite là. Et puis c'est à partir de lui que ce serait qu'aurait été fondée là, toute la grande famille Bertrand de Saint-Adolphe, là, Mm. qui a beaucoup de ramifications maintenant, là, après 5 générations. Je comprends. Ouais. Et puis ces gens-là ont pratiquement tous été des cultivateurs là, jusqu'à la génération de mon grand-père, en tout cas. Mm. Ben, peut-être pas. En tout cas, dans la lignée de mon grand-père, là, ça a été beaucoup des cultivateurs. Dans les autres lignées, ça, peut-être moins, là, mais de toute façon, à cette époque-là, quasiment tout le monde pratiquait une forme d'agriculture d'autosuffisance. Là, Mm. et c'était à peu près le mode de vie qui était quasiment obligé dans ce temps-là, à moins d'avoir un métier très spécial. Là, à l'époque, il y avait peu d'opportunités pour gagner des salaires à Saint-Adolphe en dehors de,
travailler dans l'agriculture ou dans la foresterie. C'est ça. Alors, c'est ça. Mon grand-père a eu une ferme assez importante. Il y avait une terre qui était située à l'entrée du village quand on arrive par le sud. En fait, pour le situer, ça se trouve à peu près à l'endroit où est-ce qu'il y a le BMR aujourd'hui. C'est vraiment le site du BMR fait partie de la terre, de l'ancienne terre de mon grand-père. En fait, mon grand-père avait vendu à un moment une partie de son terrain à Adolphe Graton, qui a fondé avec son frère le magasin de quincaillerie de Graton et Frères à l'époque. Puis ça fait longtemps, là, je ne sais pas dans quelle année, là, mais ça fait très longtemps que ça a été parti, ça. Donc, ça faisait partie de la terre de mon grand-père. Puis, il y avait une maison aussi, qui était vraiment située comme juste à côté du magasin BMR actuel, là, en allant vers le sud. Mon grand-père avait sa maison de ferme avec tous les bâtiments de ferme qu'il y avait là, les tables, l'écurie, la laiterie, la glacière, et tout ça. En tout cas, tous les bâtiments qu'il pouvait y avoir besoin pour faire une ferme à ce moment-là. Ces bâtiments-là n'existent plus aujourd'hui pour la raison que quand la route 329 a été construite, je ne sais pas en quelle année, il y a des gens qui pourraient le dire, là, mais c'est probablement dans les années 40-50, quelque chose comme ça. Là. Avant ça, il y avait juste un petit chemin de campagne qui était un peu tout croche. Quand la route 329, qu'on la connaît telle qu'aujourd'hui, a été construite, le tracé de la route se trouvait à peu près où il y avait la maison de mon grand-père puis tous ses bâtiments de ferme. Alors, ils ont dû démolir en grande partie qu'est-ce qu'il y avait là. Ça a été exproprié pour l'emprise de la route. La maison, qui était une maison de pièces, a été achetée puis reconstruite par M. Jean Rinfrette, qui était en fait la famille Rinfrette qui avait une maison de campagne à Saint-Adolphe depuis un certain temps aussi, depuis très longtemps. Puis qui avait toute une grande propriété aussi sur le chemin de la Pointe. En fait, il y avait, quand on va au bout du chemin de la Pointe, toute la propriété qui est là, avec un petit chemin privé et tout, il y avait 3-4 maisons, certainement, au bord du lac, qui avaient été construites par M. Rinfrette. Et puis qui, lui, en habitait une de celles-là, puis il louait les autres à des touristes. Et puis, une de ces maisons-là est la maison de mon grand-père, qui a été démontée, parce que c'était toutes des pièces de bois à ce moment-là, a été démontée, puis reconstruite sur le chemin de la Pointe, sur le terrain de M. Rinfrette. Alors, la maison existe toujours. Dans son état original, pratiquement. Et puis ça, c'est sûrement une des rares maisons de Saint-Adolphe à exister encore, puis à être conservée dans un état quand même assez original, parce qu'il y a beaucoup de vieilles maisons à Saint-Adolphe aussi qui sont encore existantes, mais qui ont quand même beaucoup été rénovées, qui ont des nouveaux revêtements extérieurs et tout ça, puis on reconnaît plus beaucoup les caractéristiques d'origine de ces maisons-là maintenant. Là, c'est pas très perceptible. Tandis que cette maison-là est toute pièce sur pièce, et puis je pense que elle a été construite, je pense, c'est en 1893 par un monsieur qui s'appelle Basile Corbeil. Oui. C'est ça. Et puis, cette terre-là, en fait, cet emplacement-là avait été acheté
par mon grand-père Frédéric Bertrand. Mm. Alors, la maison était déjà construite, la terre était déjà en culture. Mm. Lui, il avait juste acheté ça, puis il a continué à opérer l'emplacement. OK. C'est La maison qui est à côté, c'est la maison que mon grand-père s'est construite suite à la démolition de sa maison originale. OK. Lui, il s'est reconstruit une nouvelle maison plus éloignée de la route. Donc, la maison qui est vraiment voisine du BMR en allant vers le sud, là, ça, c'est la deuxième maison de mon grand-père, qui a été construite par mon grand-père et mon père, là, qui avait quand même, qui était probablement un adolescent ou jeune adulte à ce moment-là. Là. Ils ont construit ça ensemble. Et puis, alors ça a été la maison dans laquelle il a habité par la suite. Ouais. Donc, il y avait... évidemment, j'ai pas connu la ferme de mon grand-père parce que, justement, tous ces bâtiments-là puis la maison originale ont été démolis. Tout ce qui restait derrière la maison existante maintenant, il y avait un immense poulailler à 2 étages qui, lui aussi, a été démoli il n'y a pas très longtemps. Mais tout le reste n'est pas existant. J'ai quelques photos là, de cet emplacement-là. C'est tout. Pas plus que ça. Mais c'est ça. Mon père m'en a beaucoup parlé. Et c'est de cette façon-là que j'ai connu cette ferme-là, puis la vie sur cette ferme-là. Quand mon père est né à cet endroit-là, mon père est le premier enfant de cette famille-là. Ils ont eu 4 enfants. Mon grand-père et ma grand-mère. Ma grand-mère, en fait, qui était de la famille Fillon de Saint-Sauveur. Toute la grande famille Fillon là, qu'on connaît, là, elle venait de cette famille-là. Okay. Et puis... Ma grand-mère est née dans une famille très nombreuse. En fait, je pense qu'elle était la première d'une famille de 17 enfants. Puis, en fait, sa mère avait eu, à travers ça, 22 grossesses. Donc, c'était énorme. Et puis, quand elle a fondé sa famille, elle s'est dit qu'elle n'allait pas refaire autant d'enfants qu'elle avait connus, parce qu'en fait, ça s'est trouvé, par la force des choses, ça s'est trouvé à être elle qui a un peu élevé ses frères et ses sœurs, comme était la plus vieille. Donc, je pense qu'elle avait déjà vécu beaucoup. Donc, elle a eu seulement 4 enfants, ce qui était quand même peu pour l'époque, parce qu'il y avait beaucoup de pression à ce moment-là de la part de l'Église pour faire des familles nombreuses. Puis ma grand-mère, c'était une femme de tête avec des idées. Elle était capable d'avoir sa propre opinion bien réfléchie sur toutes sortes de sujets. À l'époque, c'était pas toujours évident parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient peu éduqués, qui avaient peu de contact avec le reste de la société. Et ils vivaient dans un petit milieu très, très fermé, qui était quand même beaucoup influencé par toutes les pressions qu'il pouvait y avoir par l'Église et le curé du village. Ouais. Alors, c'est ça, il y avait beaucoup de pression sociale, entre autres à faire des grosses familles puis à pratiquer la religion d'une manière très assidue. Mm-hmm. Et puis ma grand-mère, elle avait des opinions différentes là-dessus, puis elle était assez têtue pour vivre selon ses croyances puis ses valeurs, sans renier tout le reste, là, mais ça, c'est un exemple de sa détermination. Ouais, ouais, c'est ça. Elle avait un rôle important quand même
j'imagine, dans la famille. Oui, bien, évidemment, parce que c'était quand même pas banal, je veux dire, d'élever une famille dans les conditions de l'époque, et puis, en plus d'opérer une ferme d'une certaine importance. Mm. Je regarde, je regarde notre vie d'aujourd'hui, tu sais, puis moi, j'ai une fille de 5 ans, moi, puis un travail qui est pas très compliqué, là, comparé à ce que sûrement pouvaient vivre mes grands-parents à l'époque. Et puis, je suis capable quand même de comprendre que ça devait être pas mal d'ouvrage. Ça doit être 20 ans, pas mal. Ouais, c'est ça, de s'occuper de la ferme des animaux, puis surtout qu'il n'y avait pas les commodités qu'on a aujourd'hui. Faut quand même le faire, là, vraiment, là. Ouais, c'est ça. Et puis que c'était probablement elle qui était une des seules à s'occuper de la famille puis des enfants. Parce que mon grand-père, évidemment, il était bien occupé à s'occuper de la ferme. Alors, je pense qu'il il devait pas pouvoir aider beaucoup aux tâches ménagères. Puis de toute façon, à cette époque-là, c'était comme ça que ça se faisait aussi. Là, c'est ça. Alors, c'est ça. À cette époque-là, il n'y avait pas d'électricité. En fait, ils ont eu l'électricité quand mon père avait 13 ans. Donc, mon père est né en 1932. Fait que c'est dans les années 40, 45 à peu près, là, que l'électricité est rentrée à Saint-Adolphe. Puis, probablement le téléphone, je pense, quelques années avant ça, pas plus, je crois pas, d'après ce qu'il m'a raconté, là. Alors, c'était quand ça devait être des conditions de vie rudimentaires. Je me souviens que mon père, à l'époque, c'est ça, il n'y avait pas d'électricité, pas de téléphone, les routes n'étaient pas ouvertes. Tout ce qu'il y avait, c'était qu'il pouvait se promener à cheval avec des traîneaux. Il tapait la neige pour pouvoir circuler en traîneau. Alors, il était quand même, en hiver, il était très coupé du monde extérieur, vraiment, là. Et puis, pendant l'hiver, c'était une période tranquille. Il n'y avait aucun villégiateur qui venait à Saint-Adolphe. Il n'y avait pratiquement pas de moyen de se rendre. Et puis, mon grand-père allait travailler sur la ferme le jour où il travaillait dans le bois. Il bûchait. Puis, il rentrait le soir à la maison, puis il demandait à ma grand-mère. Il demandait, y a-tu passé quelqu'un aujourd'hui sur la route? Ça arrivait des journées où il ne passait pas personne. C'est pour dire à quel point ça pouvait être tellement différent. Là. Puis étonnant quand il y a une personne qui passait. Oui, exactement. À la fenêtre. Oui, c'est ça. Il descendait, il allait très peu pendant l'hiver à l'extérieur, comme soit à Sainte-Agathe ou à Saint-Sauveur. C'était extrêmement rare qu'il sortait du village pour prenait des occasions spéciales. Entre autres, une occasion spéciale qui était le temps des fêtes, où est-ce qu'il allait visiter la famille de ma grand-mère à Saint-Sauveur. Et il partait en carriole, tiré par le cheval. Et puis là, je ne sais pas combien de temps ça pouvait prendre ce rendre là, dépendant de qu'est-ce qu'il y avait de l'air, les chemins. Mais ça devait être toute une aventure. Et une année, il avait fait une grosse tempête de neige la journée qu'il devait y aller. Et puis les chemins étaient pas. C'était pas faisable là, de s'aventurer dans ce voyage-là pour descendre à Saint-Sauveur en traîneau comme ça. Alors mon grand-père a dit à ma grand-mère, il dit ça va aller à l'année prochaine. C'est comme ça que ça se passait. Ouais, c'est quand même assez impressionnant. Ouais. Mon grand-père, très peu. Je pense que c'était un homme un peu solitaire. Il avait l'air bien sur sa terre à faire ses choses. C'était un grand travailleur qui
qui prenait beaucoup de plaisir et beaucoup de valeur dans son travail. Et puis, j'ai pas entendu parler qu'il avait été impliqué tellement à travers ça. Ça a été plus au niveau de ses enfants, comme mon père ou un de mes oncles aussi, qui ont été quand même surtout impliqués, je dirais, dans la fabrique de Saint-Adolphe, là, au niveau de l'église. Là. Ça, il y a eu des implications là-dedans, mais pour mes grands-parents, non. J'ai pas d'informations là-dedans. En fait, c'est ça. Donc, je pense qu'il y avait peu d'intérêt puis peu de temps pour de l'implication comme celle-là. Mais probablement peu d'intérêt parce qu'il y avait des gens de l'époque qui s'impliquaient dans toutes sortes de domaines, évidemment. Là. C'est ça. Mais mon grand-père avait c'est ça, une ferme d'une certaine importance qui probablement a été une des dernières fermes en opération à Saint-Adolphe, ou presque, là, parce que ça a duré quand même longtemps. Et puis, c'était quand même important, il fournissait beaucoup dans le village de Saint-Adolphe. C'était peut-être à ce niveau-là où est-ce qu'il a été... peut-être qu'il y a eu des liens proches avec la communauté, là. Parce qu'évidemment, il produisait du lait, puis des œufs, du poulet. Je pense que c'était ses principales productions, entre autres pour celles qu'il vendait. Et puis, il faisait une tournée de lait. Il appelait ça la ronde de lait dans ce temps-là, là, à tous les matins. Il allait faire la tournée du village avec le lait, les œufs, à l'année longue. Et puis, donc, c'est lui qui fournissait là, probablement une bonne partie du village avec ça, en tout cas du moins pour les gens qui n'avaient pas d'animaux à la maison pour se suffire. Là. Et puis, ça a duré longtemps. Et puis même que dès que mon père était assez vieux, c'est lui qui a pris le travail de faire cette tournée-là. J'ai entendu dire qu'à l'âge de 5 ans, déjà, il se promenait avec une petite brouette puis des pintes de lait là-dedans. Puis quand il était un peu plus vieux, il faisait la tournée en cheval, avec une charrette en arrière. Et puis, ce qu'il m'a raconté, c'est il partait tôt, avant d'aller à l'école. Il faisait la tournée du village, avec tout son matériel. Et puis, une fois qu'il avait fait sa tournée, il arrêtait à l'école, il allait faire sa journée d'école, puis il disait au cheval « Retourne à la maison ». Puis le cheval, il était assez bien entraîné pour retourner à la maison tout seul. Il y avait peut-être 1 kilomètre à faire, là, à partir du village pour retourner jusqu'à la maison. Et puis, il connaissait son chemin, il partait tout seul, puis il rentrait dans la cour, puis là, mon grand-père, il dételait le cheval, puis c'était comme ça que ça se faisait. Alors, c'était mon père qui faisait toute la ronde de lait avant de rentrer à l'école le matin. Hey, c'était quand même... Ouais. Puis en fait, c'est ça, mon père est allé à l'école jusqu'à l'âge de 13 ans, à l'école du village, à ce moment-là. Malgré le fait qu'il aimait beaucoup l'école et qu'il avait des très bons résultats, son père lui a demandé de cesser d'aller à l'école pour pouvoir contribuer au travail de la ferme. Okay. J'imagine qu'il ne suffisait pas, puis qu'il avait besoin de bras. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas d'employés. Je pense qu'il n'y avait probablement même pas les moyens de se payer des ouvriers. C'est les enfants qui prenaient. Oui, c'est ça. Alors mon père, à l'âge de 13 ans, a commencé à travailler à temps plein sur la ferme. Là. Puis à l'école, c'était à l'école où le centre récréatif? Non, c'était une autre école avant ça. En fait, il y avait l'ancienne école du village se trouvait à peu près à l'endroit, disons, mettons, derrière l'hôtel de ville actuel. Ouais. Le bâtiment n'existe plus, mais mon père m'a raconté que c'était à cet endroit-là, l'ancienne école du village. Puis ça, c'était l'école pour les garçons. Là. Pour les filles, ou à quel endroit que c'était, ça, je suis pas certain.
Mais ça a été par après où il y a l'école du centre récréatif là, qui a été construite. Ça, c'était comme une autre génération après. Ouais. Et puis, il y avait aussi le bâtiment de l'hôtel de ville, qui était un ancien couvent, Ouais. que ça, qui était l'école des filles Ouais, c'est ça. à ce moment-là. Ouais. Donc, mais l'école de mon père, c'était comme une génération avant. Là. Mhm. Ouais. Évidemment, clairement, j'ai été beaucoup influencé par ça, par toutes les histoires que me racontait mon père. Évidemment, j'avais un intérêt très fort, puis je le questionnais beaucoup. Euh, j'ai, euh, j'ai été beaucoup influencé par ça. J'ai même pris cette forme de vie-là où ces histoires qui m'ont été racontées un peu comme modèle de vie, je dirais. Ça m'attirait vraiment d'une façon très, très forte. Mhm. À l'époque où j'étais enfant, adolescent, je, je me nourrissais beaucoup d'informations sur justement la vie à travers des livres ou des émissions de télévision, là, sur comment se passait la vie à cette époque-là, euh, comment les gens vivaient. Je me suis beaucoup intéressé aussi à le domaine de l'agriculture, du milieu naturel, la nature sauvage, de quelle façon les gens pouvaient subsister dans un environnement comme ça, en étant à peu près autosuffisant, avec les produits de la forêt, avec les produits de la ferme. C'était très très fort pour moi. En fait, je suis allé à l'école, j'ai étudié l'horticulture. Euh, évidemment, j'ai été influencé à un moment donné à travers mon parcours. J'ai eu quelques expériences là, disons, de jardinage où j'ai été en contact avec les jardins, l'aménagement paysager et tout. Et puis, je suis allé étudier l'horticulture. Mais avant ça, j'avais vraiment... Mon intérêt, il était peu pour l'horticulture, mais beaucoup plus pour l'agriculture puis le mode de vie forestier. Mhm. Et puis, j'avais même des rêves à ce moment-là qui étaient de carrément m'installer sur une terre puis de vivre un peu d'une façon autarcique. Euh, à la manière que un peu mon grand-père avait fait. J'avais des idées puis des rêves comme ça. Je me renseignais sur tout, comment on cultivait telle ou telle plante, comment on élevait tel animal. Et puis même à la maison chez moi, je faisais toutes sortes d'expériences. Entre autres, tout le temps de mon adolescence, j'ai eu des poules à la maison qui étaient pour moi une façon de pratiquer un peu ce mode de vie-là, un peu comme je le faisais. Mais même quand j'allais à l'école, parce qu'on était quand même dans un temps très moderne, là, puis même en étant adolescent, pendant l'époque de mon secondaire, je fouillais les bibliothèques pour essayer de trouver toutes ces informations. Là encore, j'étais vraiment avide de ça. Et puis c'est ça. Il est arrivé pendant cette époque-là aussi, je dirais, il y a eu un autre événement très marquant pour moi. C'était au début des années 80, je dirais, à l'époque où j'avais peut-être une douzaine d'années, ça. Il y a eu un club de naturalistes amateurs qui a été fondé à Saint-Adolphe par une dame qui s'appelle Véronique Dergui ou Véronique Tremblay, là, du nom de son mari. Qui a habité à Saint-Adolphe pendant très longtemps. Là. C'est une personne qui est très connue à Saint-Adolphe. Et puis, elle c'est une Européenne qui vient de France et puis amoureuse de la nature. Elle a fondé un club pour faire découvrir aux gens
les richesses de la nature. C'était un peu une forme de vulgarisation de la nature. Et puis en même temps, dans un but aussi de protéger la nature comme ça, en faisant connaître puis apprécier. Et évidemment, ça n'a pas été long que je me suis ramassé dans ce groupe-là. Mon intérêt étant très grand. Et puis, il y avait aussi une section de ce groupe-là qui s'appelait les jeunes naturalistes, qu'on était affiliés au Cercle de jeunes naturalistes, qui était un organisme provincial là, qui est origine du Jardin botanique. Alors, ça a été une période très, très, très riche pour moi, parce qu'à ce moment-là, j'ai été en contact avec des personnes qui étaient disons des spécialistes, des grands connaisseurs de toute forme de sciences naturelles, qu'on parle de la botanique, de l'astronomie, de la mycologie, l'ornithologie et tout. Là, vraiment, ça ratissait très, très large. Et puis, pendant... j'ai été là-dedans peut-être jusqu'à l'âge de 17-18 ans environ, avant que ça se termine, là, faute de relève. Là. Ça a été une époque extrêmement riche, puis j'en suis très, très reconnaissant aussi, parce que ça m'a vraiment enligné là, d'une manière encore là très forte sur ces sujets-là. J'ai découvert énormément de choses. Puis j'ai côtoyé énormément de personnes. On a visité toutes sortes de lieux, que ce soit des musées ou des sites naturels en forêt. C'était absolument passionnant. Et à travers ça, j'ai eu la chance de rencontrer un homme qui m'a beaucoup marqué aussi, qui était un grand écologiste, très, très discret en même temps, parce que peu de personnes le connaissaient. Un homme très humble, là, mais qui s'appelait l'abbé Jean-Albert Potvin. Donc l'abbé Potvin, qu'on l'appelait, c'était quelqu'un qui était installé dans les Laurentides depuis très longtemps. C'est un écologiste de renom, là, vraiment. Là, les gens le connaissent peu parce qu'il était humble, mais vraiment, c'était un grand scientifique, puis en même temps un grand vulgarisateur. Il connaissait tellement de choses, c'était absolument incroyable. Il avait un certain âge aussi, là, au moment où on le fréquentait, à ce moment-là, là, il était il avait peut-être autour de 75 ans, au moins, là, en pleine forme. Et puis, c'était un grand mince, là, très énergique, très dévoué. Il avait, entre autres, il a travaillé une partie de sa vie dans l'enseignement, où est-ce qu'évidemment il enseignait les sciences là, dans les écoles. Et il a aussi été curé pendant un certain moment de la paroisse de Lac-des-Seize-Îles. Donc c'est ce que j'en connais principalement. C'est un homme qui est originaire du Manitoba. C'est un franco-manitobain. Qui était au Québec depuis je ne sais pas combien de temps, là, mais il a été très actif au Québec. Je sais qu'il était actif en Ontario aussi parce qu'il faisait il était guide naturaliste pour des groupes d'Ontariens qui allaient faire des sorties d'ornithologie dans des endroits reconnus, là, entre autres la Pointe Pelée en Ontario, qui est un parc national où il y a énormément d'oiseaux à observer. Il servait de guide aussi pour des groupes de mycologues. En tout cas, il était extrêmement reconnu, là, justement, comme guide naturaliste. Et puis, on a fait des sorties avec lui à propos de plein de choses, mais il était, entre autres... il nous a, entre autres, beaucoup enseigné à propos des plantes, à propos des champignons, des minéraux aussi. Il nous a fait visiter une quantité de mines incroyables dans les Laurentides. C'est quelque chose d'absolument inconnu, là, mais des anciennes mines abandonnées
dont ils connaissaient l'existence. Ouais. Des fois, il y en avait une à Saint-Rémy-d'Amherst, qui est probablement la plus connue. C'est une mine qui a été fermée, là, mais Ouais. je sais qu'ils sont sur le point d'ouvrir un musée, je pense que l'année prochaine, à propos de cette mine-là, qui était quand même une mine d'une certaine importance. C'est une mine de quartz. Ah, ok. Et puis j'ai des cristaux de quartz ici que j'ai récoltés dans cette mine-là, qui était fermée à l'époque où on allait la visiter, mais on pouvait quand même aller, on pouvait accéder au site. Fait que c'est ça. Fait que lui, ça a été quelqu'un qui t'a influencé. Ah, énormément. On a fait beaucoup de sorties avec lui, puis était très riche de son enseignement. Ça m'a vraiment monté à un niveau supérieur où est-ce que là, on apprenait le nom des plantes, puis le nom scientifique en latin et tout, puis le nom des champignons, des oiseaux, et puis toutes les interrelations qu'il y avait à travers cette nature-là. Vraiment, là, oui. Puis ça a été quelque chose d'un point tournant pour moi. Alors, finalement, après tout ça, je me suis retrouvé, tout ça pour dire que je me suis retrouvé en horticulture, à étudier le jardinage, puis les plantes, l'aménagement paysager et tout ça. J'ai travaillé quelques années dans le domaine de l'aménagement paysager pour finalement réaliser que c'était pas ma place du tout. Parce que j'ai été constamment attiré dans mon cœur à retourner vers la nature, vers les plantes. Puis c'est un peu contradictoire parce que l'aménagement paysager, ça a un rapport aussi avec la nature puis les plantes. Mais il y a une dimension là-dedans où est-ce qui a plus rapport à la décoration, où est-ce qu'on tombe dans une vision qui est de la nature qui est beaucoup plus artificielle et puis qui laissait quand même pas beaucoup de place à la nature sauvage, puis même aux plantes indigènes. Et c'est là que le déclic s'est fait. En faisant ça, où est-ce que là, je me suis mis d'abord à vouloir utiliser des espèces indigènes à travers ça, parce que j'arrivais juste pas à trouver de sens dans le jardinage avec des plantes horticoles. Ça marchait pas dans ma tête, là, ça juste pas. Et puis... T'étais comme confronté complètement. À quelque chose de pas naturel, puis pour toi, c'était pas ça. Puis, complètement confronté, puis je l'avais pas vu venir, ça, cette affaire-là, parce que autant j'avais étudié la nature sauvage puis apprécié, autant j'ai étudié l'horticulture qu'on appelle, disons, ornementale. Et puis que ça aussi, j'ai beaucoup apprécié parce que je suis un amoureux des plantes. Quand je me suis retrouvé dans la vraie vie à appliquer ça sur le terrain, là, c'est là que ça a été très confrontant, puis que tout d'un coup, je me suis mis à avoir de la difficulté à trouver du sens là-dedans, au point où est-ce que j'ai pas été capable de continuer à faire ça. Parce qu'en même temps, j'aurais voulu, mettons, continuer à le faire, puis le faire selon des techniques qui étaient, disons, écologiques, avec des espèces indigènes et en reproduisant le plus possible la nature. Mais bon, évidemment, la clientèle n'était pas à ce niveau-là du tout. Là. En tout cas, pas à cette époque-là. Aujourd'hui, c'est clair que les gens, il y a des gens qui sont beaucoup plus rendus à cet endroit-là. Alors, on parle d'il y a au moins 25 ans, là, ça a beaucoup évolué là, pendant ce temps-là. Là. Mais il y a 25 ans, là, non, on n'était pas du tout à cet endroit-là. Alors, je me suis mis à vouloir utiliser des espèces indigènes, et puis il n'y en avait pratiquement pas sur le marché. J'ai commencé à en récolter en forêt, des semences, des boutures, puis à les multiplier par moi-même, les faire pousser. Justement, un peu dans le but de les utiliser, puis aussi par curiosité personnelle. Puis en même temps, parce que je me suis rendu compte en faisant tout ça que toute la partie agriculture pour laquelle j'avais été tellement attiré pendant mon enfance, mon adolescence,
tout ce que j'avais imaginé puis rêvé à propos de cette vie-là de mon grand-père. C'est comme si c'est quelque chose qui avait été évacué suite à mes études et tout ça, puis que j'étais tombé dans une forme de vie un peu plus moderne, et puis là, ça m'a rattrapé à ce moment-là. Là, c'est vraiment revenu par en arrière, là, puis je me suis dit, il faut que je fasse pousser quelque chose. Ça a été plus fort que tout. Alors, évidemment, le déclic a été assez facile à ce moment-là. Les plantes indigènes, faire pousser quelque chose, ça s'est passé comme ça. Et puis, je me suis mis à faire pousser des plantes indigènes. Je suis tombé en amour avec ça. C'était pour moi, disons, le chemin évident et facile à ce moment-là, parce que j'aurais pu aussi me ramasser à faire pousser des légumes, puis n'importe quoi d'autre, tu sais, puis ça aurait été très passionnant aussi pour moi, là. C'est juste que ça a été le chemin que j'ai emprunté, parce que, étant donné mon amour de la nature sauvage, puis des plantes sauvages, ça s'est passé comme ça, puis je l'ai jamais regretté, parce que ça me passionne toujours autant de pouvoir les faire pousser ces espèces-là, puis les mettre en valeur. Alors, ça a commencé comme ça, je suis tombé en amour avec ça, et puis rapidement, ça s'est transformé en un projet d'entreprise qui est devenu d'une évidence très, très claire. Après 2 années d'essais puis de bricolage, à travers ça, là, ça a été clair qu'il fallait que je fonde une entreprise de ça, et puis même sachant que ça allait être vraiment pas évident de tenir ce projet-là, de le faire fonctionner, puis de gagner ma vie avec ça. À ce moment-là, c'était quelque chose qui n'existait pratiquement pas, là. Une pépinière de plantes indigènes au Québec, là. Il en existait une ou deux autres à travers le Québec qui commençaient, elles aussi. Et puis, c'est ça, j'ai tenu bon, j'ai fait toutes sortes de petites job-ins à travers ça pour arriver à maintenir ça. Et puis, ça a grandi, ça a continué. À ce moment-là, évidemment, le marché était embryonnaire. On commençait à parler de ça, là. C'était comme une tendance émergente, là, mais évidemment, la plupart des gens n'étaient pas rendus là. Et puis, je trouvais ça pas évident, mais je voulais pas lâcher, vraiment pas. Puis à chaque fois, je me disais, je suis pas tout seul. Peut-être, des fois, j'ai l'impression de passer pour un fou. Je me faisais traiter d'un producteur de mauvaises herbes à ce moment-là. Et puis, mais je me disais, à chaque fois que c'était difficile, je me disais, je suis pas tout seul. Ça se peut pas que je sois tout seul. C'est impossible. Et puis, j'ai toujours continué sur cette pensée-là, je suis pas tout seul. Et avec le temps, j'étais de moins en moins seul. Puis finalement, il y avait de plus en plus de monde qui voyait un intérêt là-dedans, et ça s'est développé. Et, avec les années, ça n'a pas été très long que, évidemment, la tendance s'est accentuée. Parce que je la voyais venir, puis je voyais qu'elle grandissait. Et puis finalement, ça a été une tendance assez importante pour finalement que ça puisse soutenir une entreprise avec quelques employés. Alors, et ça, c'est une fierté énorme pour moi, là. Et c'est une leçon de vie aussi, hein. Encore, ça me fait penser à mon grand-père, ma grand-mère, qui était sur leur ferme, puis il tenait ça avec une détermination, probablement parce qu'il en avait besoin, évidemment, mais aussi parce qu'il aimait ça, parce qu'il devait aimer cette vie-là. Et puis, je me dis, il y a quelque chose dans mes gènes là-dedans, là, pour avoir cette détermination-là, c'est à faire pousser quelque chose de même, puis à être en contact avec quelque chose qui est du milieu naturel, jour après jour, à gagner ma vie avec ça. Ça a toujours été clair pour moi que c'est
il n'y avait pas d'autre façon de vivre que celle-là. Vraiment pas d'autre que ça. Et puis ça, c'est... puis je continue toujours à vivre de cette façon-là aujourd'hui même. Et pour moi, c'est quelque chose qui est encore plus clair que ça l'était. Maintenant, c'est ça. Donc, ça fait 23 ans maintenant que j'ai fondé cette entreprise-là. Puis Benoît, pourquoi Saint-Adolphe, justement? Ben, Saint-Adolphe. Dans un marché plus où tu aurais peut-être eu plus de succès à court terme, là, peut-être. Ben, Saint-Adolphe, ben, évidemment, je vivais ici. Bon, j'avais des racines assez profondes, mais je n'étais pas fermé à déménager à un autre endroit. À ce moment-là, ça s'est trouvé que mes grands-parents étaient décédés, puis mon père avait hérité d'une partie de la terre de son grand-père qui lui revenait. Et puis, évidemment, il m'a laissé une partie de ce terrain-là qu'il avait eu. Donc, ça a été, disons, une façon évidente de lancer une entreprise. Tout ça s'est passé un peu à cette époque-là aussi, parce que j'ai cherché à cette époque-là du terrain à d'autres endroits, peut-être même qui aurait été un petit peu plus évident que Saint-Adolphe, simplement au niveau climatique, puis d'un point de vue aussi géographique, parce que Saint-Adolphe est quand même montagneux. J'ai cherché un petit peu ailleurs, mais c'était vraiment pas évident. Bon, j'avais pas d'économie à investir là-dedans à ce moment-là. Et puis, de partir une entreprise de même, on sait très bien qu'en agriculture, c'est quelque chose qui ne rapporte pas pendant les premières années. Ça demande beaucoup d'investissement en temps et en argent avant que ça commence à rapporter. Fait que je partais carrément à zéro. Puis il n'était pas vraiment question à ce moment-là de pouvoir acheter une terre ou quelque chose comme ça. Mais j'ai quand même cherché ailleurs pour voir. Et puis, c'est pas comme aujourd'hui où est-ce que... aujourd'hui, ça a tellement évolué, ce contexte-là, parce que, évidemment, l'agriculture a regagné beaucoup d'intérêt, puis beaucoup de noblesse auprès de la jeune génération, puis de la plus vieille aussi, parce que on reconnaît aujourd'hui dans notre société la valeur de l'agriculture, principalement pour de quoi on se nourrit. Et puis, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui retournent à ce métier-là, depuis peut-être une dizaine d'années, je dirais. Et il y a maintenant beaucoup d'incitatifs pour que les jeunes puissent s'établir sur des terres, parce que ça a toujours été le grand frein de l'agriculture, partout au Québec. C'est que si tu n'étais pas fils ou fille d'agriculteur, il n'y avait à peu près pas de moyens de pouvoir s'établir en agriculture, justement pour toutes les raisons que je disais tantôt. Puis d'autres raisons aussi, là, quand on tombe dans des productions comme le lait et les œufs, là, où il y a des quotas, là, ça devient carrément des barrières presque impossibles à franchir. Donc, maintenant, aujourd'hui, il existe toutes sortes d'incitatifs comme des incubateurs d'entreprises agricoles où est-ce qu'il y a des terres qui sont prêtées ou louées à des jeunes entrepreneurs pour qu'ils puissent démarrer une entreprise puis vraiment dépasser cette phase-là de démarrage qui est si difficile au début pour acquérir une expérience, une clientèle puis un petit peu d'argent avant éventuellement de pouvoir s'acheter une terre ou même aujourd'hui il y a des jumelages qui sont possibles entre propriétaires terriens et agriculteurs. Il y a tellement de grande ouverture à propos de ça. Je trouve ça vraiment beau à voir comparé à ce que je connaissais à l'époque où j'ai parti la pépinière. C'est tellement un monde différent. Et puis, alors, c'est pour ça que j'ai parti mon affaire à Saint-Adolphe. Puis en même temps, je suis fier de l'avoir. J'ai pas de regret d'avoir fait ça à Saint-Adolphe parce que c'est un bel environnement.
Je me suis installé sur une partie de la terre de mon grand-père qui, évidemment, c'est quelque chose qui a beaucoup de signification pour moi, là. C'est clairement. C'est quand même une fierté, là. Même si c'était pas un terrain absolument idéal pour fonder une entreprise comme ça, là. Je l'ai fait de différentes façons que j'ai pu, puis ça fonctionne tout de même avec ça. Et puis c'est comme ça que ça s'est passé finalement, tout naturellement, de m'installer ici. Ouais. Puis aussi à Saint-Adolphe, ben, tu avais une communauté, tu connaissais les gens, tu avais peut-être du soutien moral. À ce moment-là, c'est clair que oui, j'avais des gens qui me connaissaient, puis il y a des gens qui m'ont donné du travail, il y a des gens qui m'ont encouragé, tu sais, puis évidemment, malgré que ça a été un petit marché, là, je veux dire, en rapport avec les plantes indigènes, là, c'est quand même un produit qui est extrêmement marginal, là, surtout à cette époque-là. Ça représentait quand même un marché où je devais aller chercher beaucoup à l'extérieur de Saint-Adolphe. Dès le départ, j'ai commencé à vendre beaucoup plus sur le marché provincial parce que la clientèle était tellement faible et éparpillée qu'il fallait aller les chercher partout où ils se trouvaient, là. Donc, on produisait pour des... dès le départ, on a produit pour des pépinières, des centres de jardinage, des entrepreneurs paysagistes, des municipalités, des choses comme ça qui, d'un coup, un par-ci puis un par-là avaient des projets, puis on se faisait connaître. Puis ça a été... c'était principalement ça, le marché là, qui existait à propos des plantes indigènes, là. Et puis ça a toujours été ça aussi, ce marché-là. Il y a eu une époque où est-ce que il y avait il est arrivé de la réglementation à propos des bandes riveraines. Ça, c'était en 2006-2007 environ, là, où est-ce que ça a été vraiment beaucoup plus en vigueur, là. Et ça a été quelque chose qui a beaucoup aidé au développement de mon entreprise. Ça, c'est clair, ça a été un point tournant là-dedans, là, parce que là, tout d'un coup, ça a suscité quand même une demande importante à propos du reboisement riverain. Et pas juste à Saint-Adolphe, là, ça a été évidemment, Saint-Adolphe a été une des municipalités pionnières, là, c'était la MRC des Pays d'en haut, là, à ce moment-là. Mais rapidement, toutes les municipalités des Laurentides, puis même ailleurs au Québec, ont emboîté le pas rapidement. Et puis, ça a créé quand même des débouchés importants là, pour... puis encore aujourd'hui, même, ça fait déjà plus de 10 ans là, que cette réglementation-là existe. Puis, clairement, c'est quelque chose de... C'est quelque chose qui est important pour nous, là. Fait qu'on parle de la revitalisation des berges. Des berges, ouais, c'est ça. Ça, on parle de quoi? De toutes sortes de plantes indigènes, des arbres? Oui, il y a des arbres, des arbustes, des plantes herbacées, de tout, là, tu sais. Puis c'est à peu près toujours des espèces qui sont typiques des milieux riverains qu'on utilise pour planter dans ces endroits-là. Alors, c'est ça. Donc, ça s'est développé de cette façon-là, mais toujours, le marché le plus important a été sur le marché des professionnels, où est-ce que c'est là qu'on trouvait des commandes avec du bon volume, et puis c'est ça qui nous a fait vivre grandement, là. Donc, notre marché est provincial. On a développé des moyens de transport, disons, pour faire en sorte d'être capable de livrer ces commandes-là un peu partout dans la province. Et puis, on a pratiqué ça. Puis maintenant, on a trouvé toutes sortes de moyens. On ne va pas ça par Poste Canada, j'imagine. Ben, les graines, peut-être. Oui, ben, je vais y revenir. Okay. Je vais y revenir. C'est sûr que les grosses commandes là, qui s'en vont très loin, habituellement, ça s'en va sur des palettes. Là. On emballe ça là-dessus, puis ça part avec des compagnies de transport, et puis comme ça. Parce que souvent, c'est des commandes qui peuvent aller jusqu'en Gaspésie, mettons, là, puis, ou Lac-Saint-Jean.
c'est évident qu'on ne part pas avec un petit camion pour aller livrer un voyage de plantes en Gaspésie. Là. On y va jusqu'à Montréal, puis c'est à peu près tout. Là. À un moment donné, ça ne vaut pas la peine plus que ça. Puis c'est pas mon intention de faire rouler des camions sur les routes. Là. Juste pour ça. Mais c'est ça. Donc, on a fait ça et on vendait aussi. Il y avait quand même une partie de nos ventes aussi qui se faisait. C'était quand même très marginal, mais à monsieur tout le monde qui venait chercher des plantes indigènes directement à la pépinière. Mais ça a toujours resté très, très marginal, cette partie-là, parce que, comme je disais tantôt, c'est un marché qui est marginal, puis ça s'adresse, pour venir à la pépinière, bien évidemment, ça s'adresse à une clientèle qui est très locale, pour que les gens se déplacent pour... Puis qui est averti. Qui est averti aussi. Oui, absolument. Il faut connaître ça. C'est ça. Il faut aimer ça. Oui, absolument, c'est ça. Donc, il n'y en avait pas beaucoup, c'était très marginal. Et puis, ça... À un moment donné, c'est devenu difficile avec le temps de pouvoir mener les deux ensemble, disons, avec un client qui arrive comme un cheveu sur la soupe de même. Ça a été devenu un peu complexe à un moment donné. Et puis, on a décidé de le réorienter d'une façon différente parce que je tenais quand même à ce que les gens puissent pouvoir se procurer des espèces indigènes. Ça fait partie de ma mission de rendre les espèces indigènes disponibles. Je ne pouvais pas dire, ben regarde, on ne vend plus à telle personne ou telle personne parce que pour des raisons purement économiques, là, tu sais. Alors, à ce moment-là, Internet s'est mis à avoir des technologies qui sont devenues intéressantes pour la vente en ligne. J'ai commencé à pratiquer d'une façon artisanale la vente en ligne au départ, pendant quelques années, pour tester un peu un concept où est-ce que les gens auraient la possibilité là, de pouvoir commander sur Internet. Et puis, on l'a fait de façon artisanale. On a testé des moyens d'expédition qui étaient encore là, toujours possibles sur palette, mais aussi on a testé des moyens d'envoyer ça dans des boîtes de carton, comme on disait, soit par Post Canada ou par différents autres services de transport de colis. Et puis, avec le temps, on a développé des méthodes pour sécuriser ces végétaux-là dans les boîtes de carton, puis de faire en sorte que ça puisse se rendre d'une façon sécuritaire. Et après quelques années où est-ce qu'on voyait qu'on a quand même assez bien maîtrisé ces techniques-là, puis qu'on voyait aussi que l'intérêt était vraiment là, mais parce que dès que je l'ai offert sur Internet, d'un, on a, disons, d'une certaine façon, fermé au public tout en leur donnant la possibilité de pouvoir passer des commandes en venant les chercher sur place ou de les faire livrer par Internet. Bien évidemment, ce qui est arrivé, c'est qu'en offrant ça sur notre site Internet, là, on s'est mis à recevoir des demandes d'un peu partout au Québec, ce qui n'était pas possible avant, parce qu'il y avait juste une clientèle locale qui pouvait être rejointe comme ça. Donc, ça a créé un débouché. Puis tout d'un coup, c'est un secteur de l'entreprise qui s'est mis à grandir quand même d'une façon intéressante. Et par après quelques années là, à faire ça d'une façon artisanale, là, on a créé un site Internet beaucoup plus performant avec le moyen de pouvoir faire des transactions directement sur le site. Et ça encore, ça a amélioré beaucoup la possibilité pour les gens de se procurer ces plantes-là d'une façon beaucoup plus évidente, plus facile aussi. Et encore là, il y a eu encore plus de clients qui ont utilisé ce moyen-là, toujours à travers le Québec, en grande partie dans la région de Montréal, évidemment. C'est qu'il y a de la clientèle pour ça. Et puis, c'est là qu'on en est. Là. Aujourd'hui, là, on est en 2019, et puis c'est la troisième année là, qu'on entreprend là, avec ce nouveau site Internet-là, et puis qu'on continue à améliorer graduellement, évidemment. Là. Mais disons que c'est un moyen intéressant pour nous. Là.
malgré le fait que ça représente toujours une partie marginale de nos ventes, encore aujourd'hui, malgré ces ventes-là, il y a toujours la majeure partie de nos ventes qui se fait par le marché professionnel. Ça n'a jamais changé. C'est vraiment... c'est pas parce qu'on souhaite ou qu'on souhaite pas que ça se passe comme ça. C'est vraiment que le marché est tout simplement là. La technologie d'Internet a été quelque chose qui a permis le développement d'une entreprise comme la nôtre qui aurait été peu envisageable avant. Ouais. Vraiment, là, c'est... je le dis... quand on a commencé l'entreprise en 96, on était dans les vraiment tout débuts d'Internet. On a eu notre premier site Internet en 99. Et puis, ça a été quelque chose qui a permis aux gens de pouvoir nous trouver. Parce que c'était pas possible avant à moins de faire de la publicité puis du démarchage, puis c'était du tâtonnement, là, vraiment. Là, avec Internet qui est devenu de plus en plus performant pour faire des recherches très pointues, les gens qui cherchaient ça, que ce soit des particuliers ou des professionnels, se sont mis à nous trouver tout d'un coup, juste à cause de ça. Et puis ça, là, ça a été le point majeur qui a fait que on a été capable d'offrir un produit aussi marginal à une clientèle aussi éparpillée, qui étaient pratiquement tous des gens qu'on ne connaissait pas, puis qu'eux autres ne nous connaissaient pas. Le lien se faisait simplement de cette façon-là. Puis encore aujourd'hui, les liens se créent de cette façon-là plus que jamais. C'est absolument incroyable comme façon de pouvoir faire des liens. Puis c'est probablement vrai pour tellement d'autres entreprises aussi qui offrent des produits qui sont plus marginaux, comme ça. Alors, ouais, c'est vraiment une technologie qui a donné la possibilité que ça puisse exister. Sinon, je ne sais pas comment ça serait ramassé, vraiment. C'est quand même incroyable quand on y pense, là. Ouais. Alors, je pense souvent, à travers ça, je pense souvent à mon grand-père qui cultivait sa terre puis qui vendait son lait, ses œufs puis ses poulets à tout le monde qui passait, tu sais. Puis il avait trouvé une façon de faire avec une clientèle qui était extrêmement locale. Et puis je pense à moi aujourd'hui qui cultive les plantes indigènes sur la même terre. Et puis qui arrive à le faire avec un produit qui est complètement différent, tout à fait marginal, avec une clientèle qui est presque pas locale. Ouais. Je trouve ça intéressant de pouvoir faire le comparatif là-dedans, mais que tous les deux, on vit de l'agriculture, puis on vit de notre passion, puis c'est le fun juste d'y penser. Oui. Oui, extrêmement fier. Oui, absolument. De pouvoir faire ça de cette façon-là sur la terre de mon grand-père, puis surtout de pouvoir en faire un mode de vie. C'est tellement, ça a tellement de valeur. Puis il y a des employés là-dedans aussi qui profitent de cette richesse-là, je dirais. Je veux dire, quand je parle de richesse, surtout de pouvoir vivre ce mode de vie-là, puis d'être en contact avec ces activités-là. C'est quelque chose qui est d'une grande richesse pour les gens qui ont ça à cœur. Alors oui, aujourd'hui, on est 3 employés permanents à travailler à travers ça, plus des employés occasionnels. On reçoit des stagiaires de façon régulière qui viennent pour apprendre le métier. Puis c'est même quelque chose qu'on souhaite développer de plus en plus, justement pour qu'il y ait des gens qui ont un intérêt soit d'apprendre quelque chose à propos de la production des plantes indigènes ou tout simplement de vivre, de s'immerger dans une expérience comme celle-là, qui puisse le faire à travers nos activités. Ben, je vois entre autres à propos de
la possibilité qu'il existe une forme d'agriculture à Saint-Adolphe, dans la limite où c'est possible, évidemment. Là, mais, tu sais, je vois par exemple comme un petit marché fermier au village où est-ce que les gens peuvent venir se procurer des légumes bio. Ou, par exemple, est-ce qu'à l'épicerie du village, on puisse se procurer des produits locaux de Saint-Adolphe ou des environnements autour. Je vois, si je regarde d'une façon plus large, je vois une communauté qui est tissée serrée. Évidemment, celle de la communauté à Saint-Adolphe a toujours été quand même un peu tissée serrée, là, parce que c'est pas... les gens sont tous un peu très proches. Mais oui, je vois une belle communauté, mais surtout une communauté qui partage des valeurs communes. Et ça c'est quelque chose qui est probablement manque actuellement, mais qui revient tranquillement. Parce que, comme je disais, à Saint-Adolphe, ça s'est beaucoup développé à propos du tourisme, à propos de la villégiature, de l'industrie touristique. Tu sais. Puis, ça fait en sorte que ça s'est beaucoup développé, mais sur le plan humain, des gens se sont beaucoup, je trouve que des gens se sont plus éloignés. Ça n'a pas contribué à créer un noyau où est-ce qu'il y a des valeurs qui sont communes. Ce qu'on entend beaucoup, c'est beaucoup à propos de l'économie, puis de l'économie tout le temps, puis qu'il faut attirer plus de monde, faire plus d'argent, parce qu'il faut que le monde vive à Saint-Adolphe. Mais ça, c'est pas quelque chose qui a une valeur pour les... je trouve que ça a peu de valeur au niveau humain. C'est ça. Et puis c'est ça que je trouve qui manque. Mais je sens que ça revient tranquillement, avec la nouvelle génération. Entre autres, il y a de plus en plus de jeunes familles qui viennent s'installer à Saint-Adolphe. Je ne dis pas que les plus vieux sont pas bons là-dessus, là, mais c'est une façon de voir la vie qui est certainement différente, avec des valeurs qui sont différentes, qui sont beaucoup plus des valeurs d'une communauté de partage, d'entraide, des valeurs qui sont plus proches de la terre, de la nature. Et puis, on le voit entre autres avec le projet d'école là, qui est sur le point d'ouvrir. Ça, c'est un exemple d'un projet vraiment rassembleur qui, à lui seul, a le pouvoir de créer un peu une forme de noyau là, par lequel d'autres choses peuvent venir se greffer autour. Là. Donc, c'est ça que je vois, entre autres, une école comme ça. Puis le développement de valeurs, entre autres au niveau de la nature, la protection de l'environnement. On en parle beaucoup, on essaye d'attirer le monde parce que Saint-Adolphe, c'est un endroit encore très, très, très naturel, puis il y a beaucoup d'endroits qui sont intouchés. Mais en même temps, je trouve pas qu'il y a tellement d'actions qui se font pour protéger ça dans l'avenir. Il y en a qui se font, là, mais pas assez à mon goût. Et puis, je crois qu'il devrait y avoir plus de conscience autour de ça que une des plus grandes richesses qu'on a à Saint-Adolphe, c'est notre environnement naturel. Puis quand je dis naturel, c'est pas notre environnement bâti, là, c'est notre environnement naturel. Et puis qu'on a, entre autres, des magnifiques réseaux de sentiers qui sont vraiment fameux, qui peuvent être développés encore plus. Il y a une offre au niveau touristique qui peut être énormément plus grande que qu'est-ce qu'on a. Entre autres, pour que les gens puissent avoir accès à cette nature-là de façon facile, simple et abordable. Et puis, de la faire découvrir, de la faire apprécier, de la faire connaître. Et puis que ça, c'est quelque chose qui peut créer beaucoup de valeur quand on parle d'attirer de l'argent ou attirer des nouvelles personnes à Saint-Adolphe.
c'est par là que ça passe. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ça a beaucoup passé par attirer du monde qui vont venir bâtir une maison. Ça a été à peu près ça le mode d'emploi qui a été utilisé jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est évidemment, ça crée une certaine économie, mais ça a une limite très grande aussi, parce que ça implique qu'il faut toujours bâtir plus puis développer plus pour avoir de la croissance. C'est pas quelque chose qui amène dans le noyau du village, au niveau humain, qui amène un partage ou une connaissance de notre environnement naturel, puis une valorisation de cette nature-là. Alors, il y a énormément de potentiel à faire de ce côté-là aussi. C'est un peu comme ça que je vois Saint-Adolphe, mais ce que je vois à Saint-Adolphe, c'est un point très très pointu à travers tout ça, là, mais ce que je vois de extrêmement important, là, puis qu'il n'y a pas du tout, là, à part la question de l'école, là, qui va se réaliser bientôt, ce que je vois, c'est la possibilité de s'alimenter d'une façon naturelle et biologique dans notre village à Saint-Adolphe. Ça, c'est, d'après moi, là, si j'avais à pointer un point majeur aujourd'hui en 2019, là, c'est celui-là. Seulement un point, celui-là. C'est d'avoir accès à des aliments bio, des aliments sains, d'avoir accès à, je sais pas moi, un petit resto où est-ce qu'on peut aller manger quelque chose de naturel, qui est bon pour la santé, qui pourrait même être bio. Ça, là, à mon avis, là, ça peut avoir la niaiseux, là, mais d'après moi, c'est l'étincelle. L'étincelle qui peut déclencher quelque chose de beaucoup plus grand. Il reste à voir commercialement comment ça peut se réaliser, mais je crois qu'il y a possibilité, du moins peu à peu, de pouvoir offrir quelque chose. Et puis, à mon avis, c'est vraiment l'étincelle qui manque. Clairement. Ouais. Bien, sur ce, je te remercie beaucoup. Beaucoup. C'est moi qui te remercie. Merci beaucoup, ouais, ça me fait plaisir d'avoir pu transmettre ça si ça peut inspirer d'autres personnes. Mais merci de ta contribution. Merci.